On repart. Donc, le franco-allemand qui va nous amener, sur l'ensemble de tes sujets, André. Non, il y a un chiffre que j'ai appris quand même à l'occasion de ce sommet, c'est que l'Allemagne a autant exporté vers la France en 2021 que vers la Chine. Et ça, peut-être, ça change un petit peu la donne. 121 milliards d'euros d'exportation vers la France, 122 milliards d'euros d'exportation vers la Chine. Alors c'est vrai que c'était un moment où la Chine n'avait pas... C'était avant la relance, on va dire ça comme ça. Mais je me disais, tiens, là, il y a un truc qui peut-être les fait réfléchir à ce fameux couple que nous, on désire. Tu as écrit une très belle phrase, d'ailleurs, où tu dis, dans le dernier point de vue que tu as écrit, que tu m'as envoyé sur LinkedIn, nous réagissons comme une épouse délaissée qui n'a rien vu venir. Oui, alors ça, c'est par rapport au plan américain. Oui, mais même là, ça marche aussi, en fait, sur le franco-allemand. De toute façon, c'est très dangereux. Alors, moi, je suis un enfant du traité de l'Élysée, de ce fameux... Puisque mes parents se sont rencontrés grâce à ça, donc je lui dois quand même beaucoup. Sans déconner. Oui. Écoutez, c'était pas... il paraît que certains historiens, maintenant, disent, en fait, tout cet objectif qui a été, notamment l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a envoyé tous les ans 10 000 Français en Allemagne et 10 000 Allemands en France, à peu près, et donc ce qui doit arriver, forcément. C'était pas l'objectif premier. L'objectif gaulien et d'Adenauer, c'était quand même un objectif beaucoup plus stratégique. C'était une espèce de quelque chose qui permettrait aussi de remettre le sujet de sécurité et de défense européenne au cœur. Et ces sujets de société civile, qui étaient un peu en annexe, sont devenus absolument majeurs. En tout cas, pour moi, ça a eu un impact. Oui, donc vraiment, moi, j'y suis hypersensible. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de couple, on met de l'émotionnel. Et en fait, le danger, c'est qu'on est vraiment, on l'a bien vu hier avec un Olaf Scholz qui a essayé d'être émotionnel, qui a plutôt réussi son pari, d'avoir un discours... qui marquait l'histoire, alors qu'il est quand même normalement hambourgeois, du Nord, taiseux, etc., par rapport évidemment à un Emmanuel Macron qu'on connaît toujours lyrique. Dès qu'on met de l'émotionnel, on oublie l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est ça le problème du franco-allemand, c'est-à-dire se contente d'émotionnel. Nous ne sommes d'accord sur rien. Alors vraiment sur rien. Aucun des projets stratégiques qu'on a ne fonctionne. Ou alors il ne fonctionne que véritablement en les poussant, regardez, le psychodrame du chasseur du futur. Le temps qu'on se mettra d'accord, il y aura déjà 2 générations qui sera passées. Donc moi, je lui prédis malheureusement pas forcément un avenir brillant. Pourtant, il faudrait que ça marche. Mais dès qu'on parle trop d'émotionnel, de couple, en plus, on laisse libre cours. Quand ça va mal... au pire travers de nos 2 sociétés. Enfin, moi, j'ai vu quand même des tribunes en 2023, la début de cette année, de certains députés bien établis et pas du tout extrêmes. C'était à peine s'ils n'utilisaient pas le mot teuton pour parler des Allemands. Et on a l'inverse qui se passe. Alors évidemment, en Allemagne, le poids de l'histoire fait qu'on est un tout petit peu moins véhément vis-à-vis des Français, mais on sent que tout le monde en a gros sur la patate. Que ça soit sur l'hydrogène... À cause de l'histoire de l'énergie, là. Évidemment sur l'énergie, évidemment sur l'espace, sur la Chine. Je veux dire, la visite solo de Olaf Scholz début novembre en Chine a été vécue comme une véritable trahison à Paris. Mais enfin, dans un couple, normalement, on voit venir les choses. Mais c'est un paradoxe quand même, parce qu'en ce moment... on se rend compte qu'on a été trompé, on s'en rend compte quand le mari ou la femme revient... voilà, et on se rend compte... Oui, mais je vais juste dire un truc, parce que personne ne le dit. En ce moment, il fait froid, là. On envoie du gaz en Allemagne, les Allemands nous renvoient de l'électricité, ça fonctionne. Oui. Mais ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Sans eux, on serait mal. Sans nous, ils n'y arriveraient pas, et sans eux, on n'y arriverait pas. Donc, la solidarité européenne aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire là-dessus, le fait que tous les grands sujets aujourd'hui sont discutés à 27 avec toutes les difficultés. Mais à nouveau, le problème, c'est pas que ça fonctionne, le fait qu'il faut qu'on fonctionne aussi rapidement que le reste du monde. C'est ça vers lequel il faut aspirer. Ouais. Parce que sinon, c'est notre influence dans le monde qui est aujourd'hui en train... Oui, on arrive à se chauffer, mais c'est pas un objectif en soi. On est d'accord. Je rappelle c'est sûr que se satisfaire de ça, c'est... Je rappelle comment on est en train, sans s'en rendre compte, enfin si, beaucoup s'en rendent compte, de passer d'une dépendance russe à une dépendance qatari, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Elle est beaucoup plus diversifiée quand même. À partir du moment où tu es équipé en gaz naturel liquéfié, tu le fais venir de partout. On est diversifié, oui. Et deuxième chose, on est en train de rentrer à plein pot
vers repousser encore plus le sujet de changement climatique. Je veux dire, le gaz naturel liquéfié n'apporte pas une solution au climat. Mieux que le charbon. Oui. Mieux que Si on regarde les Allemands, c'est mieux que le charbon. C'est toute la question de la transition. La vraie question, c'est ça. Est-ce que l'Europe, c'est une communauté avec un objectif de moyens, donc effectivement on fait mieux, ou est-ce qu'on a quand même un certain idéal? Quand j'entends qu'on veut être, et ça a été répété hier sous les dômes de la Sorbonne, qu'on sera le premier continent climatiquement neutre, aujourd'hui j'en doute. Aujourd'hui on n'en prend pas du tout la trajectoire. D'abord, être le premier est inintéressant. Par contre, de l'être, aujourd'hui on n'en prend pas du tout la trajectoire. Non, mais on sera peut-être le premier. Comme les autres prennent encore moins la trajectoire que nous, tu vois, c'est sûr. Ça me paraît un objectif... Mais je pense qu'il n'y a plus cet idéalisme d'essayer de faire mieux et d'aller au-delà des discours. C'est ça ma grande... Mais surtout... Et je pense que ça vient fondamentalement du fait qu'on ne se comprend plus du tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi les élites qui se renouvellent, là, quand même. C'est-à-dire, je n'ai pas compris, en fait, dans toute la séquence, pourquoi Macron, qui pouvait, à la limite Macron-Scholz... Mitterrand-Adenauer, Mitterrand-Kohl, tu comprends, etc. Mais là, que la nouvelle génération reprenne cette espèce de culte de ce couple qui n'a aucun sens, qui n'en a jamais eu aucun. Enfin, on n'est pas plus proche des Allemands que, j'en sais rien, moi, des Anglais, des Suisses, des Néerlandais. Non, il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique. C'est mais les deux pays qui, moi, je crois que cette portée se sont le plus massacrés, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire ouais, mais justement, il faut sortir de ça à un moment. Mais effectivement, et on n'en sort pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai trouvé plutôt la séquencière très bonne, où il y avait des discours, mais qui étaient très tournés vers... Rapproche-toi un peu du micro parce qu'on a le marteau-piqueur qui redonne de la voix là. Notre amitié maintenant quasi, enfin pas centenaire, mais en tout cas qui a 60 ans, mais on se tourne assez peu concrètement vers le futur. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et comment est-ce qu'on entraîne le reste de l'Europe? Là aussi, il y a une manière différente de voir. Si ce couple franco-allemand est vu comme une espèce de vase clos, aujourd'hui, il aboutit de plus en plus à de la réaction très négative aujourd'hui en Europe de l'Est. Mais c'est ça le problème. Moi, il est là pour moi, ce couple. C'est que tu cristallises une forme d'opposition de l'ensemble de ceux qui n'en sont pas. Donc, je veux encore ça marche avoir pas. Un petit peu d'espoir, c'est-à-dire j'espère qu'effectivement on arrivera à se renouveler. Mais à nouveau, c'est pas parce qu'on a 40, 50 ans qu'on est forcément jeune. Je trouve qu'il y a encore certains aspects qui sont où on est resté un petit peu dans le passé. On est dans les discours, on n'est pas dans l'exécution. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'impact. Mais on va y revenir avec l'IRA justement, de l'exécution. Mais sur ce couple franco-allemand là, désuet. Je serais un peu moins négatif quand même. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des dynamiques parce que l'Allemagne a été bouleversée complètement. C'est-à-dire que l'irruption de la guerre russe était quelque chose qui a totalement changé leur approche à la fois de la géopolitique, de l'économie, voire même peut-être de la finance. Enfin, tout a été totalement bouleversé parce qu'ils ont bâti l'intégralité de leur modèle et même de leur estime d'eux-mêmes après la guerre sur l'accessibilité d'un modèle énergétique en permanence et à peu de frais, qui leur permettait de déployer un outil industriel qui allait se déployer en plus vers la Chine. Et donc, le cumul de la fermeture de la Chine, du fait que c'est de plus en plus compliqué d'avoir ça, et de la guerre en Ukraine, fait que ce modèle-là, il a été totalement bouleversé. D'accord, donc, Wilfried, on l'a beaucoup raconté, mais ça marchait pas mieux avant, notre couple. Ça marchait un petit peu mieux parce que... Non, mais en fait... Il y a 2 ans, il y a 3 ans, avec André, il y a 10 ans qu'on discute ensemble. Oui, mais en fait, chacun... Jamais tu as trouvé une dynamique. Il y avait des problèmes pour trouver une dynamique, mais jamais personne n'avait... jamais aucun des deux n'a eu en même temps une crise existentielle. Et c'est très très difficile de se mettre d'accord, parce que pour vous mettre d'accord à deux, vous devez déjà être très fort sur ce que vous êtes vous-même pour essayer de faire un pas vers l'autre. Or là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas en Allemagne. C'est plus le cas. Et je ne sais pas si ça a déjà été le cas en France, en tout cas ça fait longtemps que c'est pas le cas. Et donc les Allemands faisaient souvent un pas en disant c'est pas grave, on a toute notre puissance derrière, on peut se permettre d'aller vers les Français pour montrer qu'on va faire quelque chose en Europe. Et là aujourd'hui c'est là où je suis un peu moins quand même pessimiste que les discours que j'entends. En fait il y a effectivement une approche très à petits pas. Qui ressemble à l'approche européenne. C'est-à-dire on fait des petites choses, comme tu disais, sur l'énergie, mais quand même très utile. On essaie d'avancer sur des dossiers très pratiques, alors très lentement, mais effectivement en disant finalement, on ne va pas laisser se déployer
Mais non, mais Wilfried, je suis pas d'accord. Il y a juste eu l'énergie, là parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement. Mais regarde, puisque allons là-dessus, la réponse européen, c'est qu'on avance parce qu'on a pas oui, le choix. mais la réponse à l'IRA américaine, par exemple, on est mais en désaccord total. Enfin, on est d'accord à la limite pour qu'il y ait plus de subventions, mais les Allemands disent c'est vos subventions, c'est nos subventions. Il est hors de question de refaire un fonds européen et d'aller chercher de la dette européenne mutualisée pour subventionner l'industrie et décarboner l'industrie. Voilà. Oui, mais ça, enfin, on ne peut pas demander à la France et à l'Allemagne d'aller seuls contre une tendance qui est une tendance mondiale au repli sur soi. Les deux subissent la même chose. On peut pas leur demander de dire soyez altruistes pour le monde entier. Mais il ne s'agit pas d'être altruiste là, il s'agit justement d'essayer de rassembler nos forces face à un monde qui est en train de se refermer. Pour rassembler ces forces, il faut avoir un minimum d'altruisme, y compris vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, on n'a plus trop ça. Donc chacun regarde ses propres intérêts. Ouais, et donc en fait, on est dans une diplomatie un peu à l'anglaise. Pour reprendre des exemples qui vont tous nous rappeler de vieux souvenirs de cours géopolitique, en fait, les Anglais, c'est uniquement leurs intérêts. Oui. C'est pas les Anglais n'ont pas d'alliés. Hein, c'était une vieille phrase de la diplomatie britannique. Oui. Ils n'ont que des intérêts. En fait, de plus en plus, on va vers ce modèle-là, y compris en Europe. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à avancer, mais ça permet quand même de faire un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas très satisfaisant. Je suis d'accord, mais on avance. Parce que la révolte qui monte à l'est. En gros, les gars qui sont en train de dire vous, les Français, les Allemands, là, qu'est-ce que vous faites avec l'Ukraine ? Enfin, vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez rien. Voilà. Nous, on est frontaliers et on a vécu. Mais c'est une fracture Enfin, j'ai l'impression, André. La fracture profonde, c'est ça. Hein, c'est une fracture profonde. Qui l'ont vécu dans leur chair. Ah, mais total. Et qui voient arriver le moment où, en fait, en particulier les Pays-Baltes. Enfin, moi, quand je dis quelques sites en anglais sur les Pays-Baltes, enfin, les Pays-Baltes sont extraordinairement inquiets de ce qui peut arriver après l'Ukraine. Mais bien sûr. Ils sont d'où les initiatives dont on parlait avant l'émission sur le fait que les Pays-Baltes veulent créer le fameux groupe des trois mers entre la Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. Un groupe de pays du centre de l'Europe qui partirait donc de la Baltique jusqu'à la Grèce. Pour recréer des infrastructures nord-sud et sud-nord plutôt que des infrastructures est-ouest parce qu'ils se sentent extrêmement isolés. Et tout ceci, effectivement, pour eux, dire mais en fait les Allemands, les Français n'en parlent pas, mais même les Allemands ne nous comprennent pas. C'est-à-dire que lorsqu'ils hésitent sur les chars Léopard, pour les balles, c'est des choses qui sont, c'est une question pour eux vitale. Et donc ils comprennent pas qu'on dit finalement on va attendre puis si les non, ils hésitent parce que André, je parle souvent, mais ils hésitent parce que les Américains hésitent. Oui, mais on voit bien qu'on est quand même à un moment clé où il y a un risque d'escalade qui est considérable. Hein. C'est ça qui fait hésiter les Allemands. Mais c'est d'abord parce que les Américains eux-mêmes ne veulent pas envoyer d'Abrams pour l'instant. Absolument. Voilà. Absolument. D'ailleurs, mais c'est ce qui a rendu, semble-t-il, Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, furieux, puisque les Allemands ont eu cette phrase vendredi dernier, je crois, qui est de dire nous attendons de voir quelle est la position américaine. Absolument. Donc, on renvoie la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, c'est difficile. Mais je reviens quand même sur cette histoire des Pays-Baltes. C'est que nous n'avons pas aujourd'hui, et je pense que là il y a encore un phénomène, cette fameuse phrase de Chirac que les Européens de l'Est ont encore en tête, pour paraphraser, qui aurait pu prédire la crise climatique, qui aurait pu prédire l'Ukraine. Vous alliez depuis 20 ans dans les Pays-Baltes, c'était écrit, alors c'était pas le scénario qu'on a vu se dérouler, mais ceux qui disent qu'ils sont surpris, c'est-à-dire qu'on ne fait pas notre boulot. On était très focalisé sur le terrorisme, on est très focalisé sur le Sahel. Si on a une vraie ambition de puissance mondiale, je parle maintenant de la France, et évidemment de la fameuse commission géopolitique que prédisait Ursula von der Leyen, mais il faut se donner les moyens d'anticiper. Nous n'anticipons pas. La seule chose qu'on sait faire dans ce continent, c'est quand on a un problème, on crée un fonds. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Mais c'est la réponse à tout. Malheureusement, l'argent ne remplace pas l'intelligence. Et aujourd'hui, on n'a pas anticipé le bouleversement technologique. Je crois qu'on va en parler. Ouais. On n'anticipe pas allons-y. la fusion nucléaire, qui sont les deux grands sujets dont on a parlé à Davos, la fusion et ChatGPT. On n'a pas anticipé la Russie. On ne pense plus le monde. On est concentré sur nous-mêmes. Il faut vraiment qu'il y ait quelques courants d'air qui passent à Bruxelles, à Paris et à Berlin. On est focalisé sur nous-mêmes. Paris est focalisé sur Paris.
C'est quand même... Et sur les trimestres de retraite, on Et en c'est revient, ça on en qui est revient là. terrible. Notre sujet à nous, c'est 1 ou 2 trimestres de retraite, là en où plus ou en je moins. suis Et on se moi bat sur 50 points de base de montée de taux. De montée de taux, ouais, voilà, européenne. c'est ça. Et là où moi je reste fondamentalement optimiste, peut-être idéaliste, c'est que normalement, dans cette diversité européenne qui aujourd'hui pose problème, parce que tu le disais très bien, les pays ont des niveaux d'avancement ou de maturité ou de prise de conscience différents, cette diversité, donc c'est du management. Je pense qu'on a aujourd'hui de très mauvais leaders politiques dans le sens où ils n'arrivent pas à gérer cette diversité. Si tu veux, le truc... c'est terrifiant. Non, je crois. C'est terrifiant. Le sommet, quand même, c'est les 35h30 du modem. À 35h30. Je pense que là... Et demi, ah ben oui, c'est ça. Les 35h30 du modem. 35 Je pense que là, on est au bout. Ah ouais. Ça fait Tu lis ça dans du courte ligne, tu lis ça... Enfin, On est au bout du modèle. Ah, on est au bout du modèle. Si on faisait 35h30. 35h30. Et puis, un dernier point sur l'IRA, c'est insupportable de voir les Européens s'offusquer comme ça du plan américain. D'abord, c'était dans le programme de Joe Biden, ça s'appelait Build Back Better, BBB, c'était 950 milliards, donc là on n'en est qu'à la moitié. Donc quand on dit qu'on est surpris, mais qu'est-ce que vous avez fait, messieurs les dirigeants? Point numéro 1. Point numéro 2, ça fait quand même 15 ans qu'on réclame des États-Unis qui s'engagent sur le climat. Eh ben, maintenant ils le font. Et ils le font à l'américaine, massivement. C'est hyper simple. America C'est First. des subventions. Nous, regardez les usines à gaz qui sortent de nos crânes d'œufs. Je sais que ça fait un peu populiste. Non, mais il faut le dire ça. L'IRA, c'est du crédit d'impôt. Donc c'est Très simple. automatique. C'est automatique. Très simple, automatique. Nous, c'est les PIEC, c'est ça. Et je regardais là, il faut en fait 2 ans entre le premier dossier, et au mieux, entre le premier dossier et l'arrivée des premières subventions, donc les programmes d'investissement. D'intérêt économique commun. Voilà. Programme d'intérêt majeur européen. Bon, qui permet en gros de faire sauter justement les règles de subvention et d'accélérer, sauf que tu accélères après 2 ans d'instruction de dossier, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous savez que sur les fameux... Parce que oui, il faut célébrer le contrat d'exportation entre les différents pays sur l'électricité. Mais quand j'entends que les gens célèbrent Next Generation Europe, le fameux programme de 750 milliards, est-ce que vous savez combien ce programme qui a été adopté, je crois, en juin 2020, pour faire face à la pandémie, combien a déjà été investi? Tu vas nous faire mal, là. 140 milliards. C'est-à-dire on a investi 19%. Enfin, je veux dire, on avait célébré ce programme comme étant beaucoup plus rapide. Ouais. Je rappelle que le fameux plan Juncker, l'essentiel de l'argent a été dépensé quand la crise financière était déjà bien. Ouais. Les États-Unis ont réussi à faire ça en 1 ou 2 ans. Ça ne dépend que de nous. Et Donc nous, là, et c'est pour nous, ça que je reste optimiste. et nous, il nous reste, je ne voudrais pas dire de bêtises, plus de 20 milliards du grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça, c'est très Nicolas. pratique. C'est très pratique parce que ça permet d'augmenter les budgets comme ça. France 2030 est passé de 34 milliards à 54 milliards. André, pourquoi C'est la multiplication des pains, ça. Pourquoi est-ce que ChatGPT, c'est encore une fois américain? D'abord, est-ce que tu confirmes? Moi, j'ai vu un chiffre passer. C'est à peine 100 millions d'euros d'investissement. ChatGPT, tu confirmes ça? C'est pire. C'est parti avec 10 personnes et 10 millions de dollars. Alors, c'est maintenant soutenu massivement par Microsoft. Mais au départ, c'est pas une question de pognon, quoi. C'est pas une question de pognon. Pour moi, c'est un immense... Alors, d'abord, je vais parler pro domo. Vas-y. C'est une immense démonstration que ce qu'on essaye de faire avec Jedi, avec cette fameuse initiative d'innovation de rupture, est la bonne. Mais bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent. Donc, tous les gens qui parlent de France 2030 et combien de milliards ça investit, c'est indécent. C'est indécent avec l'argent public. C'est une question de méthode. Rappelez-vous que ça fait à nouveau 10-15 ans qu'en Europe, il y a une fascination, une obsession. Comment est-ce qu'on peut concurrencer Google? Donc, on a mis des centaines de millions d'euros dans des concurrents à Google. Non, ce qu'il faut, c'est viser le coup d'après. Et le coup d'après, c'est pas un moteur de recherche copier-coller comme Google, parce que là, c'est fini. Ou un Amazon Cloud, mais c'est d'imaginer le coup d'après. Et ça, c'est compliqué, parce que... il faut effectivement... Par définition, il n'est pas exponentiel. Il n'est pas du tout trivial, c'est vraiment exponentiel. Et puis, il n'est pas clair, le coup d'après. Il faut travailler en interdisciplinaire, il faut vraiment se poser la question, et il faut surtout, troisième chose, expérimenter. Nous, ce qu'on adore faire, et les PIEC sont un bon exemple, on va essayer de trouver les meilleurs, et on ne va investir que là-dedans. Ce qu'il faut faire, comme avec les vaccins, 10 fois en parallèle,
Et il y en aura 1, 2, 3 qui vont marcher. Mais c'est sûr que si on n'achète pas notre billet de loterie, on est sûr de jamais gagner. Tiens, on va voir Donc c'est un immense message d'espoir pour les Européens. De fonds de private equity. C'est Tariq Krim qui vient régulièrement, et on le remercie d'ailleurs sur Bismart, qui envoyait le papier du New York Times selon lequel Google était en train, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée d'ailleurs, d'essayer de rappeler Sergey Brin et Larry Page. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'alerte rouge. Ah, c'est l'alerte rouge chez Google, on va voir ça. C'est le cœur de leur... Alors c'est peut-être plus le cœur de leur business en termes de volume d'activité, mais c'est quand même sur ça que Google a fondé tout ça. Donc en fait, mais même chose avec Meta. On ne sait pas si Meta a fait un pari qui va bien tourner ou pas, mais ça montre bien que ces fameuses GAFAM ne sont pas invincibles. Mais c'est certainement pas avec la réglementation européenne qui semble être aujourd'hui la seule chose sur laquelle on se concentre qu'on va y arriver. C'est en faisant une offensive majeure sur la recherche, sur la science, sur la technologie. On a tout ce qu'il faut chez nous, mais on l'a bureaucratisé à l'extrême. Et on ne donne pas les moyens à ceux qui essayent vraiment de le faire. Ouais, c'est-à-dire, avant d'accélérer sur l'IA, nous, on va se poser la question, qui est maintenant la question légitime avec ChatGPT, de l'ensemble des questions existentielles. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on va réguler avant de l'inventer. Première chose, on va dire comment est-ce qu'on va réguler, puis après, éventuellement, comment est-ce qu'on va subventionner d'autres acteurs. C'est notre principe. Mais le sujet, effectivement, il est là. Il est que on a l'impression que, souvent, en Europe et même aussi en France, on se concentre sur le coup d'avant. On se concentre sur la crise d'avant. Ouais. Moi, il y avait un sujet qui m'avait énormément marqué. C'était des discussions, parfois très vives, autour du fameux cloud européen, cloud souverain. Et en fait, pour discuter avec des gens qui sont véritablement aux prises directes avec l'industrie du cloud, j'en me disais, mais en fait, si vous prenez Amazon et Microsoft, jamais vous les rattraperez. Enfin, le niveau de service qu'ils sont capables de donner, le niveau de... Et c'est à peu près 50% de la part de marché mondial. Donc, voilà. Sur ce sujet, en fait, c'est tous me disaient, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, parce que on ne bascule, enfin, sauf si on nous force, mais de toute façon, si on nous force, on va dégrader énormément notre niveau de service, parce qu'ils n'auront pas le même niveau de service. C'est pas un disque dur dans les nuages. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il faut inventer autre chose. À l'époque, il ne me parlait pas d'intelligence artificielle, mais c'était ça. C'est dire, il faut aller vers le coup qui va effectivement, ce que fait aujourd'hui Microsoft, nourrir toutes ces autres infrastructures. Je te donne juste une petite précision là-dessus. Il viendra nous voir jeudi, Carlo Purasanta, donc, qui est l'ancien patron de Microsoft en France. Un bouquin intéressant, hein, je ne sais pas si tu l'as lu. Et il explique en fait, parce que maintenant il peut dire la vérité et puis chez Microsoft, que Microsoft n'arrive pas à rattraper Amazon. Ah oui. C'est-à-dire les 2 ans d'avance pris au tout départ par Amazon, il dit c'est sur le cloud. Hein, Bien sûr. Ils sont meilleurs que nous et on a mis le paquet. Ah, mais ceux qui font des appels d'offres cloud, interrogez ceux qui font des appels d'offres cloud. Il dit en fait, à un moment donné, on tombe sur Amazon. Ouais. Parce que quand on a besoin d'un certain nombre de services, les seuls qui sont capables de répondre avec un niveau... Il y a quelqu'un qui me disait, au moment où on avait des doutes sur l'approvisionnement énergétique et les coupures, est-ce que... Question posée justement au service d'Amazon Web Services, en disant mais comment ça va se passer pour vous si jamais il y a des coupures? La réponse, pour votre service, il n'y aura jamais de coupure. Nous vous le garantissons, on peut vous l'écrire, on peut vous le signer dans un contrat à l'américaine. Tout est prêt chez nous. Vous n'aurez avec nous jamais de coupure, quel que soit ce qui arrive dans les infrastructures françaises. Il n'y a aucun problème. Bon, ça, c'est une belle page de publicité pour Amazon. mais en fait, c'était juste pour dire que les autres ne pouvaient pas s'engager à ce genre, parce que justement. Ouais, mais je me demande comment ils s'engagent quand même, parce que il y a un moment quand ça sort du data center, ça dépend plus d'eux, quoi, quand même. Bah, en fait, tout dépend en fait dans le data center. Enfin, en tout cas, là, c'était au cœur du data center. Oui, mais il passe par un réseau qui est détenu par un opérateur. En fait, tout dépend du nombre de redondances que vous avez, qui vous appartiennent à vous. Hein. Bref, donc voilà, Jedi, voilà. Donc si Alexis Conner nous écoute, si Madame von der Leyen nous écoute, vous savez ce qu'il reste à faire. Mais moi, je crois malheureusement plus, en tout cas pas au début, dans la capacité de vision de la puissance publique. J'aimerais qu'elle arrive. Je pense aujourd'hui que c'est le moment pour les entrepreneurs, pour les grandes fondations, pour ceux qui ont réussi de se dire il faut qu'on investisse et il faut qu'on mette de l'argent sur des sujets qui aujourd'hui n'ont pas de retour sur investissement immédiat. Ça a été le cas d'OpenAI, donc qui est à l'origine de ChatGPT pendant 3-4 années. Hein. C'est 2018, hein. Ouais. C'est très récent. Ça a 5 ans à peine.
Mais demain, Et c'est l'équipe de ça PayPal, hein, bon sang ne saurait mentir. ça va permettre encore à l'écosystème européen d'avoir cette force. Donc moi, je crois beaucoup à la société civile qui doit se mobiliser. Donc Monsieur Arnaud, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et il y a un petit peu Oh, lui, d'argent à tu mettre sais. là-dedans. Ouais. Tout le monde veut son pognon, lui. Donc. Mais il en a beaucoup. Oui, enfin, on a dit tout le monde. Ah oui, lui, là. Mais tu nous as dit que c'était pas une question. Mais juste pour finir, parce que c'est toi qui m'avais apporté. C'est la première fois, j'avais pas pris conscience du tout du truc. C'est grâce à toi. Donc, je voulais donner les chiffres comme on les a là sur l'espace. SpaceX donc a dit qu'il visait 100 tirs en 2023. Alors là, ce qu'on voit là, c'est le Starship. C'est le truc qui ira sur la Lune, ça. Hein, c'est la fusée lourde. Ouais. voilà, c'est le truc qui ira sur la Lune. Sur lourde, aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est Falcon 9 qui amène en orbite. Voilà. Donc, ils prévoient 100 tirs en 2023. On va voir s'ils y arrivent, parce qu'ils en ont fait 61 quand même en 2022. Donc, c'est quand même un vrai gros upside. Quand Ariane en prévoit combien, André? J'ai pas trouvé le chiffre, en Deux. fait. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a encore 2 tirs d'Ariane 5 et on espère un tir d'Ariane 6. Le premier tir d'Ariane 6, la nouvelle fusée, est prévu pour on essaye vraiment de le faire avant la fin de l'année 2023. C'est effrayant. Mais on a Tu prends la mesure du déclassement. Ah, tu n'avais pas le chiffre non plus en tête. Pas le chiffre du tout en tête. Et moi non plus, c'est André qui nous avait amené ça la dernière fois, j'en revenais pas. Et regarde. Je suis bluffé. Là. J'entends. Il faut les soutenir. Il faut soutenir le patron de l'Agence spatiale européenne. Mais je pense qu'on vit dans le déni. Ah ben lui, il y est pour rien, le pauvre gars, évidemment. Non, mais oui, mais quand j'entends des gens qui disent nous sommes encore leaders spatiaux, j'entends ça par un commissaire. Mais dans quel monde vit-il? Le problème, c'est que si on veut une bonne stratégie, il faut être aussi lucide sur le point de départ. Et aujourd'hui, le point de départ, il est alerte générale sur la totalité des sujets. Sur l'espace, c'est clair. Je crois que sur l'énergie, il y a ces percées dans la fusion nucléaire. Alors, on ne sait pas si ça va marcher, mais les percées sont réelles. Sur la cryptologie post-quantique, ça semble technique, mais c'est l'avenir du chiffrement de toutes les opérations, toutes les transactions financières, confidentielles, messagerie, etc. Et là, c'est les Chinois et les Américains qui avancent. On a quelques pépites en Europe, mais si on ne change pas nos méthodologies, si les gouvernements n'achètent pas massivement ça, parce qu'il faut arrêter cette espèce de course au soutien public, etc., invétéré. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'État achète ces solutions. C'est ça son vrai levier. Tiens, un autre petit chiffre quand même, c'est parce que on lance maintenant 114 satellites avec un seul tir. Wow. C'est pas mal aussi, hein, C'est impressionnant. le New Space, là, 114 satellites, un seul C'est tir. vraiment le New Space. Ouais. Ouais, je n'avais pas pris la mesure de ça non plus, du tout. Nous, on s'est arrêté avec la fusée Ariane des années 90. C'est ça. Et puis, dernier chiffre que j'ai appris en regardant le truc. Il faut tirer, si je peux me permettre, la pelote en fait de ça. Qu'est-ce que ça veut dire tirer 110 ou 120 par tir? Ça veut dire qu'on est moins. Il faudra faire des satellites peut-être un tout petit peu moins perfectionnés. Exactement. Et dont on pourra perdre certains. Exactement. Plutôt que d'essayer de viser la perfection. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Starlink, donc c'est le réseau de Musk, c'est 3500 satellites maintenant en orbite basse. Ouais. Et donc il a franchi le cap du 1 million d'abonnés. Et donc il a pour l'instant, entre eux, alors c'est des estimations, hein, avant qu'il la mette en bourse, parce que ça, il va la mettre en bourse, Starlink, entre 800 millions de dollars et 1,6 milliard de revenus par an. C'est de la récurrence, parfait, c'est des abonnés, ils sont contents, clac, et avec ça, il va nourrir la prochaine étape, quoi. Écoute, tu faisais Alors il n'est plus dans OpenAI, hein, il s'est barré, hein, il s'est fâché avec. Il s'est fâché avec une page Peter Thiel. de pub pour Amazon. Je vais malheureusement en faire une pour Starlink. Je suis un de ses clients. Je l'utilise. Oui, tu nous avais raconté en Corse. Et chez moi en Corse, c'est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, ça doit faire probablement réfléchir aussi à l'avenir des télécoms. C'est-à-dire que mettre cet argent absolument démentiel pour mettre la fibre jusqu'au dernier habitant auquel on a habitué tout le monde de l'Aveyron ou de la Bavière, c'est pas ça qui compte. C'est la mission. Oui, mais non. Alors là-dessus, attends. Non, je vais défendre notre cher et vieux pays. Donc la semaine dernière, on a eu un rapport de France Stratégie très intéressant. Donc ça y est, c'est fait. On a dépensé 35 milliards, mais ça y est, c'est fait. 100% du pays, alors 99% du pays est raccordable par la fibre. La moitié des Français aujourd'hui reçoivent Internet par la fibre. Et ce que tu constates, c'est le chiffre le plus surprenant du rapport de France Stratégie, mais on en reparlera, c'est une augmentation de l'emploi
dans les zones fibrées, une augmentation de la dynamique entrepreneuriale dans les zones fibrées. Donc, non, mais jette pas le bébé avec l'eau du bain. Non, pas on du l'a tout. fait, c'est bien, c'est fait. Mais formidable. Voilà, Le cette sujet- infrastructure-là, la France peut en être fière. Voilà. Le sujet, c'est pas la fibre. Le sujet, c'est l'accès Internet au débit partout. Et Oui, c'est mais ça c'est qui ça. crée de la valeur. Mais Ce que je veux juste dire, Même en Corse, a priori, c'est il- possible, hein, André. Alors Eh peut-être ben, pas au bout de ton écoutez, village. C'est peut-être le 1% qui. En même temps, Ouais, mais comment ça- est-ce que vous avez accueilli Non, les mais j'ai mecs bien Enfin compris bon. que les Corses, de toute façon, Continent avec marqué, Ouais. France Ouais. continent. Quand les trucs sont Attends. arrivés là, Marqué tu vois, 13. Pardon. pas de je cliché. ne ferai pas de commentaires sur les clichés que je viens d'entendre. autour de cette Pas de table. cliché, pas de cliché. Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas il ne faut plus parler de cloud, il ne faut plus parler d'hydrogène, il faut parler de stockage énergétique, il faut parler d'accès au débit. Ce pays meurt de ce côté où on pousse des solutions et derrière, évidemment, des lobbies. Ce qu'il faut, c'est des solutions. Et c'est ça sur lequel on peut... Mais là, c'est une solution. Non, là, t'es sévère. Là. Non. C'est une La solution. fibre, c'est formidable. Ce que Bon, je bah veux voilà. dire, c'est que demain, quand on va passer encore un cran, il y aura peut-être une nouvelle technologie, et ça sera peut-être un bouquet, ça sera une approche comme ça. Ce Peut-être, côté peut-être. européen, Enfin, là, français, où on dit On l'a. on va tout miser là-dessus, Les autoroutes de l'information, on les a. Voilà. Donc, C'est déjà une bonne chose. c'est fait. jusqu'à Bah la oui, quand nouvelle même. jusqu'à la prochaine. Peut-être dépenser beaucoup. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Et Hein, la 35 milliards. 35 milliards, c'est le chantier le plus important ever en attendant la facture du Grand Paris. Normalement, le Grand Paris va être juste en dessous, mais personne ne pense qu'il sera juste Après, en il y dessous. a- Mais là aussi, c'est de l'infrastructure massive. Enfin, mais, tu peux pas. Tu vois, là, André, il faut pas. Non, mais le seul sujet, c'est que sur cette refuser ça. infrastructure-là, sur l'infrastructure fibre, visiblement, il y a encore un peu de travail d'après, comme on dit dans les chantiers, les petites finitions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont débranchés, rebranchés. Oui, mais c'est du détail. Elle est Bah, là. en Ça y fait, est, elle pour est faite, certaines, visiblement, pour certaines localités, c'est loin d'être du détail. Ah, c'est t'es quand même encore résidence secondaire de Non, moi, Wilfried ça- Galland. non, moi ça va, mais Bah, Starlink, mon vieux. Voilà. mais voilà. Et donc, Combien ça coûte Starlink 100 balles par an 50 € par mois. 50 € par mois. Ouais, c'est un peu cher quand même. bah, c'est Cher? Non, c'est le c'est- montant de mon abonnement c'est- mobile. c'est- Ah ouais ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. ouais. La fibre, la fibre. il y a c'est des 40 abonnements euros. à- Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui. Ah oui, c'est vrai. La fibre basique, c'est vrai. 100 Finissons avec la Chine, puisque vous en êtes tous les deux des bons connaisseurs. Tu as écrit, on va voir, Wilfried, les habits neufs du président Xi. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Bah, en fait, moi, ce qui me frappe, déjà, parce que c'est le début de l'année lunaire. Oui, c'est aujourd'hui, c'est ça. Exactement, hein. aujourd'hui, hier. Le lapin d'eau, là. Exactement, voilà, le lapin. Et en fait, ce qui me frappe énormément, c'est le changement de pied absolument total de Xi Jinping, non seulement sur le côté sanitaire, mais sur beaucoup de dossiers, y compris des dossiers économiques, depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'on imaginait Xi Jinping progressivement en héritier de Mao Zedong, promouvant un espèce D'empire chinois éternel. d'empire chinois éternel sous la mode capitalisme léniniste, avec ces fameuses 14 points de la pensée Xi Jinping, et la première, que je cite régulièrement, qui est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toutes sortes d'organisations sociales en Chine. Je rappelle, c'est maintenant dans la constitution chinoise. Et il le mettait véritablement en place. Et là, ce qu'on semble avoir depuis quelques mois, c'est un retour à une espèce de pragmatisme chinois qui n'était pas loin d'ailleurs quand on étudie attentivement les propos de Mao Zedong. Il avait un côté je dis tout et son contraire, et comme ça derrière je choisis. Bon, c'était un peu son mode de fonctionnement. Là, Xi Jinping commence à dire je change d'avis, et je change d'avis pourquoi ? Parce que je me rends compte que pragmatiquement, il y a, pour reprendre la discussion qu'on vient d'avoir, il y a des objectifs qui sont plus importants que la méthode et que les outils que je voulais employer. Et donc l'objectif de prospérité de mon peuple et l'objectif de redevenir la première puissance économique mondiale à horizon 2049, donc pour l'anniversaire de la République populaire, devient de plus en plus compliqué si je n'arrive pas à remettre le pays sur les rails économiques dont il est en train de sortir depuis 2 ans. Et clairement, tout ce que j'étais en train de faire sur l'Internet chinois et les plateformes, sur le contrôle des entreprises d'État, sur évidemment le Covid, sur le contrôle du système financier pour éviter qu'il y ait trop de dettes et pour essayer de le contrôler au maximum, bah, tout ceci, je suis en train de revenir progressivement derrière. C'est pour ça que j'appelle ça les habits neufs, dans un clin d'œil au livre de 1971 de Simon Leys, qui a ouvert un peu les yeux du monde sur Mao. Ça s'appelait les habits neufs du président Mao. Et en fait, il est en train de changer complètement, cette fois peut-être pour plus de pragmatisme. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est vrai que la Chine, c'était 30% de la croissance mondiale.
historique dans la décennie 2010. C'est devenu moins de 10%. C'est un sujet de stabilité géopolitique, ça ne l'est plus. Il va falloir que ça change. En 2 minutes, André? Je suis d'accord, j'irai plus loin, j'ai une lecture légèrement différente. Pour moi, Xi Jinping a senti le vent du boulet il y a un mois. C'est-à-dire avec toutes les manifestations contre la politique de zéro Covid, le fait que pour la première fois sur le 3e périphérique de Pékin, à Shanghai, là dans la fameuse rue Urumqi, il y a eu des appels à sa démission. Je crois qu'il a senti quelque chose à la manière 89 arriver. Oui, mais il aurait pu avoir une réponse à la manière 89. Il n'a pas eu une réponse à la manière 89. Sauf qu'on est dans un pays qui est autrement plus développé. C'est plus possible, tu veux dire? S'il a cette réponse-là, c'est que la réponse en mode Tiananmen... On a quand même aujourd'hui une classe... D'abord, on a des réseaux sociaux qui font que l'information circule, même si elle est avec des mots-clés, etc. C'est intéressant, ça. Moi, je crois qu'au contraire, pour moi, alors, je ne vais pas essayer de faire des prévisions à la Nouriel Roubini. Moi, je pense que la fin est proche. C'est très dangereux de faire des prédictions, mais je crois qu'ils ont senti que la toute-puissance du parti était mise en question. Et je crains que ce retour au pragmatisme, qui était vraiment plutôt celui de Deng Xiaoping, il sera très difficile parce que, le monde entier a compris que la Chine voulait prendre une prééminence et qui ne serait pas forcément uniquement pacifique. Là, il faut bien regarder. Il faut conclure, André. Deuxième chose, leur démographie est catastrophique. Leur croissance économique est probablement en dessous des 3% officiels pour 2022. Donc je crois que ça va être très difficile et ça risque d'être un régime qui va effectivement être pragmatique économiquement, mais qui va de plus en plus se durcir. Et à nouveau, il ne faut pas dire la Chine, et je pense que le vrai sujet pour les Occidentaux et les démocraties, c'est le Parti communiste chinois. La Chine est un pays avec une culture extraordinaire. Merci les amis. Demain, interview, on parlera industrie. On reparlera de l'IRA, justement. Anaïs Voigilis viendra nous voir. On parlera automobile. Donc on va se faire un petit focus industriel demain. À demain sur Bismart.